Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le Maïeko Talks du mois. Alors pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, le Maïeko Talks, c'est l'épisode du mois où je ne suis plus toute seule au micro du podcast, mais où j'accueille une ou des invités en fonction de l'épisode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Nera, qui est CEO du Mind & Market et aussi co-organisateur du TEDx Bruxelles. Bonjour Martin. Hello. Est-ce que tu vas bien, Martin, aujourd'hui ? Bah ouais, ça va plutôt bien. Je suis content d'être là. Écoute, Martin, moi j'ai quand même envie qu'on le raconte en online parce qu'on en a beaucoup rigolé en off. On est quand même dans une petite pièce qui est une salle de sieste. On est assis tous les deux par terre. Et ça, je trouve ça très très drôle quand même. Moi, je pense que c'est le meilleur endroit pour faire un podcast sur le bien-être au travail. La salle de sieste, on pourra peut-être, qui sait, faire une petite pause dodo. J'espère pas. En tout cas, j'espère qu'on va pas endormir les auditeurs avec cet épisode. Non, je promets que non. Ok, parfait. Bah écoute, moi je suis super contente de t'accueillir. Je trouve que tu as un parcours qui est assez diversifié et c'est ça qui m'a plu aussi dans ton profil et qui m'a donné envie en fait de faire un petit épisode avec toi parce que je trouve que tu vas pouvoir nous raconter plein de choses sans que je spoil évidemment. Et avant qu'on démarre cet épisode, je te propose de te présenter en quelques mots pour dire un peu à nos auditeurs qui tu es. Comme tu l'as dit, directeur de Mind & Market. Mind & Market, c'est une des plus grandes communautés de projets de start-up et de projets entrepreneuriaux innovants en Belgique francophone. On est présent sur tout le territoire de la Belgique francophone, Liège, on est ici aujourd'hui, mais aussi Mons, Louvain-la-Neuve, Bruxelles, plein d'autres endroits. Ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble les écosystèmes entrepreneuriaux locaux et on les met au service des gens qui veulent lancer leurs projets. Et notamment, tu as pu participer à l'un de nos forums. Tout à fait. C'était très, très chouette. Et voilà. Et puis, par ailleurs, je suis quelqu'un qui a beaucoup de passion. J'aime beaucoup m'investir là où je vis et pour les gens qui comptent pour moi. Et donc, je fais aussi pas mal de bénévolat, et notamment chez TEDx Brussels, comme tu le disais, qui est un format de conférence assez connu en ligne, mais aussi des événements communautaires, locaux à Bruxelles. On rassemble des gens qui ont des belles choses à dire, on rassemble des gens qui adorent écouter des belles choses, et puis on secoue tout et ça fait la magie d'un événement. C'est beau ce que tu dis, moi j'aime bien, tu le vends bien en tout cas. Je fais de mon mieux. Du coup, qu'est-ce qui dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené en fait à où tu es aujourd'hui là, c'est quoi un peu qui t'a drivé pour arriver jusque-là ? Long story short, c'est la passion des gens et de rassembler des gens qui aiment construire, qui aiment créer. Donc c'est vraiment du stade de les gens qui ont des grandes idées, ça c'est TEDx, et c'est adorer aller à leur rencontre. Et puis c'est surtout adorer, et pour moi l'important c'est de pouvoir avoir des grandes idées, mais c'est aussi de les mettre en place. Et selon moi, une des très belles manières de mettre en place, c'est pas la seule, mais c'est l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai. Et l'entrepreneuriat social, qui est ce qui moi me préoccupe le plus à un niveau personnel, mais l'entrepreneuriat de manière générale, avec de l'innovation, c'est cette explosion et c'est cette rencontre entre les gens qui font et les gens qui rêvent. Et en fait, la rencontre entre le faire et le rêve, c'est l'entreprise et la création de projets entrepreneuriaux. Ouais, et c'est du coup toi ce qui te drive un peu au quotidien, c'est de faire cette rencontre-là entre les deux. Voilà, et c'était de créer des endroits où les gens qui contribuent à tout ça peuvent se rencontrer et faire des choses ensemble. Ok, c'est super chouette. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec la première question que j'ai envie de te poser par rapport au monde du travail, parce que dans ce côté un peu rassembler et innover, faire des nouvelles choses, le bien-être au travail, c'est un peu le sujet pour lequel on se retrouve aujourd'hui. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est pour toi, c'est quoi finalement le bien-être au travail ? Le bien-être au travail, c'est difficile. C'est une question difficile que tu poses parce que c'est une question qui a autant de définitions qu'il y a de gens qui y travaillent. Ouais. Et je peux répondre à partir de mon vécu personnel et aussi en tenant compte, et ça c'est un point d'attention que j'aimerais bien dire, c'est qu'on est une toute petite boîte Mind & Market. On est 3 employés, on a des stagiaires, des freelances qui tournent autour de nous, mais notre équipe est toute petite et donc ça c'est une réalité. Et le bien-être au travail dont je vais parler doit tenir compte de cette réalité-là. Ouais. On travaille aussi avec beaucoup de parties prenantes, 300 partenaires, plein d'équipes organisatrices. Donc ça, c'est une deuxième partie. Mais pour moi, le bien-être au travail, c'est de permettre à une personne de trouver du sens dans ce qu'elle fait
et de s'accomplir dans les tâches, d'accomplir les tâches, mais aussi d'accomplir la personne qu'elle est. Donc ça, c'est une définition. Donc c'est une définition de sens et d'aller à rencontre et de se rencontrer soi-même, de rencontrer les autres et de voilà, pouvoir contribuer à quelque chose de collectif. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Une deuxième partie, c'est toute la partie santé physique. Ouais. Donc c'est d'arriver à être dans un cadre de travail et travailler d'une manière qui ne t'abîme pas ou pas trop ou qui t'abîme de manière temporaire, mais de laquelle tu peux récupérer quand tu travailles. Pour moi, ça, c'est deux parties qui sont importantes. Après, il y en a encore plein d'autres, mais on va pouvoir développer. C'est ça. Donc toi, c'est vraiment que cette recherche de sens, finalement, qui pour toi est importante. Et comment est-ce que, justement, cette quête de sens, cet accomplissement aussi qu'on peut avoir soi-même au travail, comment est-ce que tu le retranscris avec les 2 personnes, du coup, avec qui tu travailles dans la petite équipe que vous avez au niveau du noyau dur de Mind & Market? Pour la quête du sens, je veux pas... la carrière de quelqu'un ne va jamais donner du sens à la vie de quelqu'un ou tout le sens dont on a besoin dans sa vie. Mais pour moi, le sens, il est dans le collectif. C'est qu'est-ce qu'ensemble on cherche à faire, qu'est-ce que ensemble on veut accomplir, et puis c'est comment est-ce que moi, je peux contribuer, et 2, je peux m'y retrouver dans cette quête collective d'accomplir ce qu'on fait ensemble. Alors, Mind & Market, c'est une ASBL, donc on a un objet social. Cet objet social, c'est de connecter l'innovation et le marché. Donc ça, c'est un objet qui fait du sens pour les personnes qui s'investissent dans Mind & Market. C'est évidemment très différent chez TEDx ou dans d'autres boîtes. Donc ça, c'est cette quête-là, c'est ça qui fait sens. Super, c'est une petite équipe, donc vous êtes 3, donc c'est facile parfois de travailler ensemble, en tout cas c'est plus facile de collaborer quand on est 3. Comment on fait quand on a justement plein de parties prenantes, des gens avec qui on travaille de manière ponctuelle pour les différents événements Mind & Market? Comment on fait pour arriver à retranscrire l'ADN Mind & Market et une espèce de culture d'entreprise aussi autour de ça, quand on travaille avec des gens avec qui on travaille pas au quotidien, mais de manière ponctuelle? Le fait de définir une identité claire, une image claire, des objectifs clairs, ça c'est une chose, et c'est quelque chose qui permet de donner du sens, on le disait. J'ai demandé aux collègues en fait en préparation parce que c'est pas qu'à moi de décider ce que veut dire bien-être au travail, donc j'ai demandé aux collègues, tiens, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien dans une entreprise, et pas que Mind & Market, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez pas bien dans cette entreprise-là? Et un autre élément qui est important, c'est la structure et l'infrastructure, c'est le fait de pouvoir avoir des manières de travailler qui nous permettent d'accomplir des choses plus que de nous freiner. Donc ça veut dire il faut de la confiance. Ils font des outils qui permettent de collaborer aussi facilement que possible. Et ça, nous, on compte beaucoup sur la tech pour arriver à le faire, mais c'est vraiment pas facile parce que tout le monde n'a pas les mêmes niveaux d'apprentissage de ces outils-là, des outils de travail, mais aussi on a tous nos outils à nous. Donc chaque fois, arriver à faire venir les autres co-organisateurs des forums locaux, c'est pas donné qu'ils puissent adopter rapidement les outils qu'on utilise. Donc parfois là il y a des petites frictions, mais donc c'est l'utilisation de ces outils-là et d'une manière de faire qui est très structurée chez nous, sur lesquelles on travaille beaucoup et qui permettent d'adopter des pratiques de travail qui sont cohérentes ou en tout cas le plus cohérentes possible. Donc 1, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. 2, c'est comment est-ce qu'on le fait ensemble. Et puis après, c'est 3, c'est dans la manière de travailler. C'est responsabiliser les équipes. Donc, quand tu travailles avec des gens que tu ne connais pas bien, au fur et à mesure, on construit la confiance. Mais la première fois, on ne se connaît pas. Donc, il faut apprendre à se connaître. Et donc, c'est investir dans l'humain, dans le relationnel. Et c'est trouver le juste équilibre entre contrôle et confiance. Et ça, c'est un des éléments qui m'a été donné par une de mes collègues qui me disait « Moi, je ne me sens pas bien dans mon travail si on contrôle trop et que je n'ai pas un sentiment d'agence et de pouvoir, moi, apporter qui je suis au boulot. » Si on me demande juste d'être un opérateur, une rouage dans une machine, je ne me sens pas bien au boulot. Il y a des gens que ça rassure, mais en tout cas, dans notre équipe, c'est pas le cas. Et je pense que les gens qui contribuent au forum, il y a ce côté-là aussi où rapidement, il faut trouver des manières de se faire confiance. Alors, on se cherche toujours un petit peu, mais on a beaucoup travaillé dans la manière dont on accompagne les organisateurs locaux, justement, sur toutes des petites manières de créer cette confiance-là de manière implicite. Et bon, il y a aussi des manières explicites de le faire. On signe des conventions de travail, on se met d'accord sur les objectifs. Donc, on se met d'accord sur des rétro-plannings. Qu'est-ce qui doit être fait pour quand? Donc ça, c'est toutes des manières explicites qui permettent d'avoir confiance, non pas entre les personnes, mais dans la manière de fonctionner. Et alors, la manière de créer la confiance entre nous, l'avantage dans l'événementiel, c'est qu'une fois qu'on a fait un événement ensemble, on a vécu quelque chose de très fort, avec une grosse
release, c'est bourré d'endorphines un événement. Et donc il y a ce côté émotionnel là aussi où une fois qu'on l'a fait, on l'a fait ensemble. Et alors purée, qu'est-ce que c'est chouette, on a un sentiment d'équipe qui vient, en tout cas quand ça se passe bien, relativement facilement. Ouais, quelque part, en fait, l'événement que tu crées ensemble, une fois qu'il se réalise, te permet de créer un lien d'équipe et de consolider finalement quelque chose ensemble, quoi. Ça, c'est super intéressant. Et tu vois, tu parlais de ces points de confiance que tu vas mettre en place, les contrats, etc., qui permettent d'avoir une confiance qui est explicite. En confiance implicite, est-ce que tu as un petit exemple de truc qui se met en place ou c'est vraiment au feeling en fonction de la personne Alors, il y a toujours de l'interpersonnel. On a la chance d'avoir une équipe, en tout cas qui, je trouve, à un niveau personnel est très chouette. Des gens qui sont faciles de contact, qui ont envie d'aller vers les autres, qui établissent le contact facilement. Donc ça aide évidemment. Je pense qu'il y a, et ça c'est un élément aussi qui m'a été donné par l'équipe, c'est la reconnaissance. On essaye autant que possible de reconnaître la qualité des personnes qu'on a en face de nous. Ouais. Ils connaissent leur terrain, ils connaissent leurs porteurs de projet, ils savent, ils ont déjà organisé à tout le moins des petits événements, parfois même des gros, et donc c'est vraiment s'intéresser à la personne, écouter, ok, qu'est-ce que vous faites bien, ou en tout cas essayer de le faire du mieux qu'on peut, et reconnaître, ok, on vient pas là pour vous dire on est les meilleurs et on sait mieux que vous, on est là pour venir voir comment est-ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, vous apporter des choses que vous auriez envie de développer, que vous n'avez peut-être pas les ressources ou l'expérience de faire. Et donc, c'est reconnaître les talents, la connaissance, l'expertise pour pouvoir y contribuer et pas dire, bon, viens. Et ça, on en revient à la confiance. Pour moi, ça, c'est de la confiance implicite. C'est venir en curiosité, écouter et partir de leur réalité, à reconnaître leur expertise et puis après simplement venir ajouter du sel s'il faut du sel, de l'eau s'il faut de l'eau pour laisser le pain monter et en général ça fonctionne. Enfin, jusqu'à présent en tout cas ça a fonctionné pas trop mal. Mais c'est super intéressant ce que tu dis avec cette question de confiance et de finalement en fait t'arrives pas avec des gros sabots en imposant une manière de faire mais de vraiment co-construire en fait, c'est vraiment une co-construction et une vraie collaboration du coup avec les différents parties prenantes des événements. Du mieux qu'on peut en tout cas, alors évidemment rien n'est jamais parfait, mais voilà, en tout cas l'intention elle est là, la manière de faire on fait de notre mieux pour faire aussi des moments avec les équipes, mais aussi des moments collectifs où on rassemble les différentes équipes qui ne se connaissent pas pour dire ok regardez vous faites tout ça ensemble. Comment est-ce que vous pouvez apprendre les uns des autres? Et c'est aussi pouvoir s'extraire de ce processus-là et d'observer et d'être dans l'écoute et dans l'observation. Donc, c'est vraiment créer des moments humains, en fait, collectifs, chouettes, agréables à vivre. Et c'est créer un collectif et c'est ça qui contribue à cette confiance-là. Après, ceci n'est possible aussi que parce qu'on a ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des structures, des process clairs, des outils qui sont clairement là et qu'on peut mettre au service d'eux. On crée cette confiance, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une convention de collaboration bien établie, bien claire, où on signe comme n'importe quel contrat d'entreprise. On parle souvent de remise en question du cadre aujourd'hui par rapport au monde du travail et de justement un peu cet équilibre entre contrôle et autonomie. Et j'entends dans ce que tu dis que effectivement, en fait, il y a de l'autonomie, mais dans un certain cadre. Du coup, je voulais ton avis un petit peu par rapport à cette notion de cadre et jusqu'où tu vois que le cadre va laisser place à l'autonomie. C'est une bonne question et là je vais parler de nouveau du point de vue de ma toute petite organisation. Je pense que le contrôle et l'autonomie, on connaît en management la théorie de l'agence, avec le principal et l'agent. Nous, on a la chance de pouvoir être en relation directe avec les personnes avec lesquelles on travaille. Ou alors, c'est des personnes qui n'ont pas un rôle clé et déterminant dans la réussite ou l'échec de ce qu'on fait. Je pense par exemple, on a 300 partenaires, on leur propose de venir, ils contribuent, etc. Mais s'il y en a un qui vient pas, c'est pénible, mais c'est pas grave. Tandis que si ça se passe mal avec un organisateur, là, on risque de l'avoir un peu dans le baba. Donc, pour en revenir à ta question entre autonomie et cadre, je pense que le cadre, il doit être là et on essaie de le clarifier le plus tôt possible et de rappeler autant que possible parce qu'il faut toujours le rappeler. On a des gens très créatifs aussi au niveau des équipes locales et donc ils ont toujours plein de nouvelles idées. Donc il faut pouvoir cadrer un peu cette créativité en disant ok, il y aura un moment pour la créativité, mais c'est pas maintenant parce qu'on doit organiser cet événement, il faut y aller. Par contre, le moment des débriefs, c'est un moment où on peut remettre le cadre en question. Donc le cadre, il existe, mais il n'est pas éternel et il n'est pas immobile. On peut le remettre en question. Et puis, c'est donc remise en question possible du cadre. Et la deuxième chose, c'est un moment où on peut contribuer à le créer, ce cadre. En tout cas, on fait de notre mieux pour. Donc voilà, le cadre, il est nécessaire. L'autonomie, elle est là et on veut vraiment jouer dessus parce que ça permet tout ce dont on parlait juste avant.
Et on essaie d'avoir des moments clairs où on peut remettre le cadre en question là où c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Et puis quand on le fait après, et là aussi on fait appel aux équipes et à leur avis, c'est ok, maintenant on a toutes ces idées-là de remise en question qu'on aimerait bien faire, on a ces ressources-là, comment est-ce qu'on fait le lien? On va pas pouvoir tout faire d'un coup. Quelles sont les priorités? Et là aussi, c'est se responsabiliser l'entièreté des membres de l'équipe, de la communauté, par rapport à ces priorités-là. Et donc là aussi, c'est de l'empowerment. J'aime pas ce mot, je le trouve un peu nul, mais c'est ça, c'est de rendre de l'autonomie dans la définition du cadre. Par contre, une fois que le cadre est là, il bouge plus. On s'est mis d'accord, et jusqu'à la prochaine round de remise en question, voilà, c'est comme ça. Je trouve c'est important, le cadre, on le remet beaucoup en question en disant oui, mais du coup, si on pète le cadre, effectivement, c'est l'anarchie. Oui, je pense aussi, je crois qu'on a besoin d'un certain cadre. En plus, toi, qui travaille avec des gens qui sont un peu de partout, je crois que c'est encore plus que nécessaire, puisqu'ils sont pas dans la même entreprise que toi. Donc, c'est vrai que parfois, ils ont des cultures d'entreprise qui peuvent être très différentes. T'as déjà eu une friction avec des gens parce que la culture était tellement différente de ce que toi, tu as envie de mettre avec le Mind Market que du coup, ça n'a pas du tout collé? C'est inévitable parce qu'il y a des pratiques qui sont différentes. Il y a aussi des cultures qui sont différentes. Hein. Les gens qui travaillent dans des grosses entreprises, c'est des modèles organisationnels qui correspondent à des réalités, des forces différentes. Il y a j'aime bien les trucs un peu théoriques. Il y a une théorie avec des six manières d'organiser, en gros, les piliers d'une organisation en fonction de ses forces, de ses faiblesses. Nous, notre manière clé, c'est l'adaptabilité et l'innovation. On est petit, on est agile et on doit le rester. Et donc, on organise le travail de telle sorte à ce qu'on puisse rester le plus agile, le plus innovant, le plus rapide possible. Covid, on était le premier événement de taille moyenne, c'est-à-dire 1000 personnes, 100 startups qui ont participé, à s'organiser. Donc, le Covid s'est fermé en février, tout a été fermé en événementiel. Mi-avril, on avait un événement de 1000 personnes sur pied. On était le premier en Belgique. Et pourquoi est-ce qu'on est parvenu à faire ça? C'est parce que justement, on est très conscient des forces de notre modèle d'organisation. Il y a des gens qui proviennent d'organisations dont les forces, c'est justement de pouvoir faire un scale-up. Une fois qu'il y a une décision qui est prise, c'est décidé. On n'a plus à discuter. Par contre, on peut la diffuser à très grande échelle. Et donc, typiquement, quand on a des gens qui viennent de ce genre d'environnement-là, ils sont complètement perdus dans le genre d'environnement très dynamique et où on peut justement remettre en question parce qu'ils confondent poser des questions, remettre en question et défier l'autorité qui est nécessaire. On ne peut pas défier l'autorité dans une grosse organisation où c'est difficile de le faire, alors que nous, on est capable de s'adapter vite. Donc, c'est ça. On peut, c'est notre force. À TEDx, il y a des bénévoles qui rentrent chez nous, qui ont l'habitude de ce genre d'environnement de travail et qui soit se disent mais moi je veux de la verticalité, je ne me sens pas bien ici, je trouve que c'est pas efficace, ça ne me convient pas, je m'en vais. Ou qui demandent d'en mettre. Alors là, il faut garder le cadre et dire non, c'est pas une bonne idée pour nous, pour la manière dont on fonctionne. Donc ça c'est déjà vu. Ou alors, qui prennent une directive d'il y a 6 mois, on a changé 4 fois de directive entre-temps parce qu'on est agile et qu'on s'adapte très fort aux réalités, et alors qu'ils se crament parce que eux n'ont pas le réflexe de s'adapter. Ça, c'est quelque chose que j'ai. Et ça, c'est hyper malheureux. Ça me rend très triste. Mais c'est des cas qui arrivent où des gens... On s'est dit qu'on avait décidé tel objectif qui était trop ambitieux il y a 6 mois. Entre-temps, l'essentiel du groupe s'est mis à baisser l'objectif parce que c'était plus réaliste. Par contre, eux, ils se rendent malades ou ils s'épuisent en disant non, on continue sur le cap de l'objectif trop ambitieux. Et ça, je remarque des gens qui travaillent dans des environnements qui sont beaucoup plus rigides où en gros, c'est le quoi qu'il en coûte. On a décidé on le fait et tant pis si tu souffres un peu dans le truc. Quelque part où l'environnement n'est pas justement assez agile. Est-ce que c'est une question, alors ça je sais pas, c'est peut-être un peu philosophique, mais est-ce que c'est une question d'environnement ou est-ce que c'est une question de personne selon toi? Donc est-ce que c'est la personne qui est comme ça ou est-ce que c'est le cadre dans lequel elle travaille qui a induit aussi le comportement qu'elle va avoir derrière? Faudrait demander à un spécialiste, c'est pas mon cas. Moi, je suis juste quelqu'un qui apprend et qui est passionné par les gens et les communautés. Par contre, peut-être qu'un élément qui peut répondre à ça, c'est de parler de la motivation. Donc, il y a différents types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, qui est là, puis tu as les motivations extrinsèques, il y en a différents types, 3 types, et puis tu as la peur. Donc, il y a 5 raisons de se mettre en action: motivation intrinsèque, extrinsèque et peur. Il y a différents types de motivation extrinsèque. Et
en fonction de qui on est. Les motivations intrinsèques, elles arrivent dans les 3 mois qui suivent la naissance, donc ça c'est éprouvé, et ça ne bouge pas tout au long de la vie, sauf trauma ou changement dramatique, mais en général elles sont plutôt stables. Et les motivations extrinsèques, ça, elles évoluent. Ouais. La peur, ça, c'est le cerveau reptilien, ça reste là. Et donc ça, pour répondre à la question que tu as posée, ça dépend un petit peu, il y a un petit peu la personne, parce que si ça dépend de ses motivations intrinsèques, et que intrinsèquement elle a besoin par exemple de sécurité pour se sentir bien là où elle est, et que si elle a un environnement trop agile, ça va pas. Ouais. Voilà. Et puis à l'inverse, il y a toute une série d'apprentissages qui va se faire au fur et à mesure qu'on évolue dans le carrière. C'est ça, ouais. Et qui du coup vont varier en fonction de l'environnement dans lequel on est. Voilà. Tu as parlé de TEDx et du coup c'est le bon moment de faire la transition entre les deux, parce que la question que j'avais envie de te poser, c'est parce qu'en fait tu travailles d'un côté avec des collaborateurs qui sont salariés et de l'autre avec TEDx tu travailles avec des collaborateurs qui sont totalement bénévoles. Est-ce que tu vois une différence dans tout ce qui est culture d'entreprise, motivation, etc. C'est quoi en fait les différences entre travailler avec des gens qui sont salariés et des gens qui sont bénévoles? Alors j'invite tous les gens qui sont managers ou qui veulent être managers à faire du bénévolat et à gérer des gens de manière bénévole. Parce que pour moi, gérer des équipes, ou en tout cas rassembler des équipes et faire travailler des équipes de bénévoles, c'est l'équivalent pour des athlètes de haut niveau de faire les JO. Ok. C'est ce qui est le plus exigeant et qui demande, en termes de bien-être au travail, le plus d'empathie et le plus d'agilité et le plus de connaissances. Parce qu'en fait, un bénévole, s'il n'a pas envie de le faire, il ne le fera pas. Ouais, clairement. En tout cas, il ne le fera pas à long terme. Ouais. Et donc, si on veut construire une équipe qui prend de l'expérience, qui peut améliorer les choses sur du moyen-long terme et grandir en tant qu'équipe, en tant que projet, on est obligé de travailler au mieux pour apporter un maximum de bien-être, ou en tout cas partir des motivations des personnes un maximum pour leur permettre de se sentir bien dans l'assaut et donc d'y contribuer et d'y rester. Oui, parce que donc finalement, en fait, est-ce qu'il y a une différence de motivation entre un bénévole et un salarié, justement? Est-ce que c'est plus difficile d'avoir la motivation d'un bénévole, ou est-ce que, comme il y a une cause derrière, c'est quoi un peu ton point de vue par rapport à ça? Je ne parlerai pas de difficulté. Par contre, il y a plus d'investissement à faire en tant que bénévole. C'est une responsabilité de l'entièreté des gens. Donc, c'est une responsabilité de l'équipe qui organise, en tout cas si on fait des projets long terme. Hein. Si c'est faire de la distribution de tickets lors d'un événement, ce n'est pas du tout le même genre d'engagement bénévole. On parle ici vraiment d'une équipe qui va rester sur le long terme et qui va faire des gros projets ensemble. Mais il faut vraiment, que l'équipe s'investisse pour pouvoir créer cette confiance, créer ces pratiques, en sachant que les gens ont déjà un boulot et donc ils n'ont pas envie de faire que travailler. Par contre, il y a des gens qui viennent là pour prendre en expérience et qui veulent pas la partie sociale. Et donc, c'est trouver l'équilibre, ça. Et le gros défi que je remarque, c'est d'arriver à créer de l'empathie entre les gens. Et ça, il y a une vraie responsabilisation à faire, une vraie responsabilité qu'on a quand on est bénévole, quel que soit le niveau. Si il faut arriver à ce que les gens de ton équipe prennent conscience qu'ils doivent travailler là-dessus, qu'ils doivent non seulement travailler sur eux-mêmes, pourquoi est-ce que je fais ça, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je vais retirer, qu'est-ce que je vais offrir, ça, chacun est plus ou moins, en tout cas au début, est plus ou moins au clair là-dessus. Ce qui fait que les gens restent à long terme, en général, c'est le groupe et le fait qu'on adore, en fait, voir les copains et faire des trucs cool ensemble. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Ou alors qu'on adore les opportunités qui viennent avec l'engagement bénévole. Par contre, là où je dis qu'il faut se responsabiliser, c'est que il faut se rendre compte que c'est pas parce que moi j'ai telle motivation que toi tu as la même. Ouais, exactement. Et ça, c'est super difficile d'arriver à créer, à générer ça chez les gens, parce que tout le monde n'a pas cette conscience-là, et d'arriver à créer des espaces de conversation où on peut échanger là-dessus. Et d'arriver à prendre le temps de faire ça. Et ça, c'est une grosse erreur qu'on a fait avec TEDx. Donc, on s'est relancé en 2021, TEDx Brussels. On a lancé des événements petits et grands, et en gros, on en faisait 3 à 4 par an. Donc, depuis la fin de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, on a organisé 10 événements, en sachant que si tu retires, donc ça fait un événement tous les 2 mois et demi si tu retires les périodes de congé. Donc, bénévolement, en plus de tes heures, en sachant qu'on est tous des fous furieux de travail, c'est monstrueux. Et on s'est retrouvés dans une boucle où on ne faisait que travailler. Et donc, on a perdu de vue cette motivation. En fait, on voulait juste... On était motivés, évidemment, parce qu'on est tous des gros ambitieux, peut-être un peu irréalistes parfois. Et on voulait faire... On s'était dit, OK, on va faire plein d'événements, ça va être super chouette. On était super motivés, émerveillés par ça. Mais il y a un moment où on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire humainement en tant que bénévole, parce qu'on n'avait plus le temps de profiter ensemble, on n'avait plus le temps de connecter les uns aux autres, on n'avait plus le temps de créer cette confiance. Et donc là, on est arrivé sur une période de tension et une période de grosses difficultés. Et donc l'année dernière, on a décidé de
ralentir. On a organisé un seul événement cette année en 2024 et un petit en avril, vraiment un petit truc qui était très chouette. Et on a beaucoup plus investi du temps dans justement recréer une vision commune, se dire pourquoi est-ce qu'on est bénévole et reconnaître qu'il y a différents points de vue, différents besoins, prendre le temps de discuter, réorganiser nos réunions parce que les réunions c'est des vrais sensus motivationnels pour les bénévoles et donc c'est pas encore on n'aura jamais fini avec les réunions parce qu'elles sont nécessaires mais elles sont voilà et donc c'est vraiment faire tout ce travail là et maintenant ici il y a 2 jours on a recruté 10 nouvelles personnes, on a doublé la taille de l'équipe, on était redevenu une toute petite équipe de 10 personnes et là on est repassé à 21 personnes, 22 personnes pour maintenant qu'on a quelque chose de stable, pouvoir reconstruire, remettre les briques et commencer à reconstruire et se relancer. Ce qui est un beau challenge aussi finalement d'avoir plus, x2 en fait. Ça va être un fameux... c'est un fameux challenge. On se reparle dans 3 mois. Ok, on fera ça. En fait, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que, si tu le soulignes, cette question de motivation, c'est pas toujours une cause qui nous dépasse. On peut avoir cette motivation-là, et je pense que certaines personnes l'ont. Toi, tu l'as, et moi, je l'ai aussi. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça comme motivation, et je pense que, comme tu le dis, et tu l'as souligné, c'est super intéressant, je trouve, d'avoir cette prise de conscience qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes motivations, et que, parfois, juste dire, ok, en fait, on a créé une culture d'entreprise ou une culture autour du TEDx qui est plutôt une organisation bénévole qui nous dépasse et qu'on a envie de servir. Parfois, c'est pas que ça la motivation. Donc ça, c'est important. Est-ce que tu as un petit tips pour les entreprises qui nous écouteraient, pour les managers qui nous écouteraient, de comment aller détecter les différentes motivations chez les collaborateurs? Se faire accompagner. Okay. Donc nous, même en tant qu'orga bénévole, on connaît des chouettes gens et on leur demande de venir donner des ateliers pour travailler sur ces motivations-là. La gouvernance, oui, évidemment, en interne, on pourrait le faire, mais on a le nez dans le guidon, on a des conflits d'intérêts. Et donc, on fait appel à des gens extérieurs qui aussi bénévolement viennent nous aider là-dessus. Mal et Market, là, on engage des gens pour nous aider, nous accompagner là-dedans. Donc, c'est avoir des gens dont c'est le métier, dont c'est l'expertise qui nous accompagne, ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a plein de modèles. Il y a Disc, il y a Comcolors. Moi, il y a un bouquin de Laurence Sautivet que je recommande à tout le monde. C'est Neuromanager. Et en gros, là, c'est toutes les neurosciences pour comprendre. C'est basé sur des recherches d'un médecin, Jacques Fradin, français, qui, lui, justement, a travaillé à comprendre quels sont les types de motivation intrinsèques. Il y en a 8, spoiler alert. La différence entre les motivations intrinsèques et extrinsèques et le lien avec l'énergie que ça nous donne ou l'énergie que ça nous pompe. Okay. Et ça, être conscient de ça, du type de motivation qui est chez chacune d'entre nous, ça permet quand même de donner une autre grille de lecture. Ceci étant dit, il faut faire très très attention. Je supporte pas à un niveau personnel qu'on m'applique, qu'on me colle des étiquettes. Ouais, et donc le problème de tous ces trucs-là, c'est qu'on peut vite coller des étiquettes ou en recevoir. Ou mettre des gens dans des cases en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, pour moi, c'est hors de question. Ouais. En tout cas, c'est ce genre de choses que je vis très mal personnellement quand on me met dans une case. Et donc je pense que c'est super important de toujours voir ça comme un outil imparfait pour formuler des hypothèses. Ouais. Et la seule personne qui peut valider ou invalider ces hypothèses, c'est la personne qui est concernée. Et donc, c'est surtout pas s'inventer un rôle de coach ou de psy ou de quoi que ce soit, mais c'est juste se dire, OK, être curieux et on en revient à l'écoute, la curiosité, la conversation et c'est laisser les gens dans le groupe faire leur chemin, leur trajet et leur offrir un espace pour qu'ils puissent exprimer ça. C'est ça, ouais. Ouais, donc c'est vraiment ça, en fait, c'est être à l'écoute de l'humain, laisser chaque personne. Moi, je dis toujours le meilleur conseil que je peux donner aux gens, je dis toujours, c'est de vous écouter vous, parce qu'en fait, il y a personne d'autre que vous qui sait ce qui est bon pour vous et qui vous êtes. J'entends qu'on se rejoint par rapport à ça et c'est super intéressant. Par contre, je vois que le temps file, donc on va aller tout doucement sur la dernière question. J'aurais encore bien parlé des heures de ça avec toi, parce que je crois qu'effectivement, on a plein de choses à dire. Petite précision pour les auditeurs, parce que t'as donné des références un peu, je les mettrai en description de l'épisode, comme ça, nos auditeurs pourront les retrouver. La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est aujourd'hui, on est dans une société qui est en plein changement. Il y a plein d'enjeux climatiques, il y a plein d'enjeux sociétaux. On parle de ces nouvelles générations qui arrivent au travail. Donc, il y a plein d'enjeux aujourd'hui et on le sent. Il y a un espèce de mouvement. Il y a un monde qui veut changer en même temps qui change pas trop. Donc, on est un peu dans une période transitoire aujourd'hui. Et la question que j'aime poser à tous mes invités en fin d'épisode, c'est finalement, selon toi, qu'est-ce que devrait être le travail de demain ou en tout cas, à quoi va ressembler le travail de demain? Waouh.
Mais on va encore prendre 2 heures de podcast. Non, c'est difficile à répondre. Selon moi, alors le travail va être, je pense que porteur de sens. En tout cas pour les nouvelles générations, c'est super important. Et je commence à perdre mes cheveux, mais je reste dedans. Pour moi, un travail qui a du sens, ça, c'est le seul travail que je peux faire. Un travail qui rémunère. Parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi on travaille, c'est avant tout pour la paye. Hein. On n'en a pas parlé de la paye, mais c'est quand même la raison première. Donc un travail qui rémunère et qui offre des perspectives d'évolution, d'amélioration, d'apprentissage. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et je pense que c'est un travail... l'entreprise famille ne va plus exister. Moi, j'y crois pas. On s'entend très bien chez My Market, mais je dis toujours, et on est très clair entre nous, on s'entend très bien, mais on reste dans un cadre professionnel. L'entreprise ne deviendra jamais une famille. L'entreprise, elle est là pour prendre soin d'elle et vous êtes là pour prendre soin de vous en tant que collaborateur et collaboratrice. Et donc, ça veut dire plein de choses. Mais c'est pouvoir se responsabiliser, aussi de pouvoir mettre ses limites d'un point de vue collaborateur, et c'est de pouvoir les entendre du point de vue de l'entreprise. Et ça, c'est très important. Et avec ces limites viennent les notions de déconnexion au travail. Avec My Market, on est des gens très investis. Quand les gens partent en congé, je coupe les accès au Slack et c'est juste, c'est pas négociable, quoi. Et ça, c'est parce que voilà, on aurait envie de toujours donner plus à la boîte. Mais donc, c'est cette notion de déconnexion, séparation vie privée, vie publique, et puis la notion de flexibilité aussi, qui est liée à ce côté où on n'est pas l'entreprise n'est pas nous, c'est des mondes qui se rencontrent, c'est le diagramme de Venn, il y a un point de rencontre, mais c'est jamais un tout. Voilà, c'est un peu ces 3 choses-là. Et puis c'est une entreprise qui est engagée sur des thèmes, voilà, chacun ses thèmes, mais je pense que c'est engagé au service de ses clients, de sa communauté, de ses collaborateurs, collaboratrices. C'est une entreprise qui contribue là où elle vit plutôt que de juste extraire et exploiter. C'est une entreprise qui régénère. On parle d'entreprise générative, voilà, que ce soit au niveau climatique ou par ailleurs. Ouais, j'aime bien cette idée d'entreprise qui n'est pas là justement pour exploiter, pour extraire. Et je dis souvent, effectivement, se reconnecter à l'essence même de l'entreprise. Parfois, il y a certaines entreprises où on a un peu perdu. C'était quoi, en fait, le besoin initial auquel on répondait en tant qu'entreprise pour le collectif. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant. Écoute, Martin, merci beaucoup pour ce petit moment. Dernière petite question pour toi. Est-ce qu'il y a un point de contact où nos auditeurs pourraient te retrouver pour suivre tes aventures, éventuellement aller plus loin par rapport à tout ce que tu nous as dit ici aujourd'hui? manandmarket.be pour My Market, tedxbrussels.com pour TEDx, et puis Martin Nera sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur TikTok, où vous voulez, pour me retrouver sur les réseaux. T'es carrément sur TikTok, toi? Ouais, je suis un grand fan, j'adore ça. Je passe trop de temps là-dessus, je n'aurais peut-être pas dû le dire. Est-ce que tu fais des vidéos? J'ai pas encore. J'ai des idées, j'ai des envies parce que j'adore ça et je manque cruellement de temps. Faire de la vidéo correctement, ça prend du temps. Mais si tu fais des extraits sur TikTok, je les repartage avec plaisir. Ok, mais alors moi je suis pas sur TikTok malheureusement. Pourtant des extraits de podcast, il y en a beaucoup là-dessus. Oui, c'est vrai. Mais du coup, tu m'as donné envie d'aller voir. Quand tu feras des vidéos sur TikTok, je m'inscrirai peut-être pour aller voir. Tu sais quoi, je vais dire l'entreprise du futur, elle est sur TikTok. Ah bah voilà, ça c'est une bonne conclusion pour cet épisode. Martin, je te dis un tout grand merci pour cet épisode. C'était un plaisir de partager ce petit moment avec toi. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cet épisode et puis tous les liens que tu as partagés, je les mettrai en description de l'épisode pour que nos auditeurs puissent te retrouver encore. Merci Martin. Merci à toi. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte MyEcoDesign. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Dis donc, t'es toujours là ? Ça tombe bien, moi aussi. Et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode, en exclut la thématique de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de l'écriture et de la manière dont elle peut t'aider à être plus efficace dans ton travail. J'ai hâte qu'on en discute. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine.